Il a fait rire 140 pays simultanément. Des millions de personnes chaque semaine attendaient son visage à l'écran comme on attend un ami. Et puis, en l'espace de quelques mois, tout s'est effondré. Une seule scène, un seul sketch et une carrière de 30 ans réduite en cendres. Bienvenue sur les célébrités du monde. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces portraits de célébrités que les médias traditionnels n'osent pas raconter dans leur totalité. Les ascensions vertigineuses, les chutes brutales et tout ce qu'on cache entre les deux. Activez la cloche pour ne rien manquer. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça change tout pour nous. Maintenant, entrons dans l'histoire de l'homme qui fit rire le monde entier jusqu'au jour où le monde cessa de rire avec lui. Son nom était Alfred Hawthorne Hill, mais le monde entier le connaissait sous un autre prénom, un prénom emprunté à son idole américaine, un hommage discret à celui qui lui avait appris que le silence pouvait être aussi drôle qu'un mot bien placé. Benny Hill. 2 syllabes qui, pendant plus de 2 décennies, résonnaient dans des salons de Tokyo à Sao Paulo, de Paris à Sydney, 2 syllabes qui, aujourd'hui encore, font sourire certains et grincer les dents d'autres. Son histoire est celle d'un paradoxe. L'homme le plus regardé de la planète, vivant dans un appartement minuscule loué à la semaine, sans voiture, sans maison, sans même un placard rempli de vêtements neufs, le roi de la comédie britannique se cousant lui-même ses vieux pantalons usés, l'artiste adoré par 140 nations, rejeté et humilié par son propre pays. Comment un tel destin est-il possible ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient simultanément l'icône la plus aimée et la plus détestée de son époque ? Et quelle est cette scène maudite qui précipita la chute de tout un empire du rire ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Attachez-vous. Alfred Hawthorne Hill naquit à Southampton au milieu des années 20 dans une famille très ordinaire. Son père tenait une boutique d'instruments chirurgicaux, une profession respectable, sérieuse, à 1000 lieues du monde du spectacle. Mais il y avait dans la famille Hill un ancêtre qui avait choisi une voie bien différente. Son grand-père avait été clown de cirque. Un détail en apparence anecdotique, mais qui pèse lourd quand on cherche à comprendre d'où venait cette irrésistible envie de faire rire qui habitait le jeune Alfred depuis sa plus tendre enfance. Avant de devenir Benny Hill, il fut beaucoup de choses. Chauffeur de voiture, livreur de lait, employé dans un grand magasin Woolworth à empiler des boîtes de conserve sur des étagères, batteur dans un orchestre de fortune. Ces métiers n'avaient rien de glamour, mais ils lui offrirent quelque chose de bien plus précieux que la célébrité, la capacité d'observer les gens. Car c'est là que naquit le vrai génie de Benny Hill. Pas dans une école de comédie, pas dans une salle de répétition, mais derrière le comptoir d'un supermarché, au volant d'une camionnette de livraison, dans les transports en commun bondés de Southampton. Il regardait les gens, il notait leurs petites manies involontaires, leurs maladresses involontaires, leur façon absurde de se comporter dans les situations les plus banales. Et il transformait tout ça en matière comique avec une précision d'horloger et une tendresse qui rendait ses observations universellement reconnaissables. La Seconde Guerre mondiale vint interrompre ses rêves, comme elle l'interrompit ceux d'une génération entière. Hill s'engagea dans le corps des ingénieurs électriques et mécaniques de l'armée royale britannique, où il répara des moteurs et conduisait des véhicules militaires. Plus tard, il devint opérateur de projecteurs anti-aériens, scrutant les nuits anglaises à la recherche d'avions ennemis. Mais c'est un autre type de mission qui allait définitivement sceller son destin. Son transfert dans la section des spectacles des forces armées combinées. Imaginez la scène, des soldats épuisés, crottés, qui ont passé des semaines dans des conditions que nous ne pouvons même pas imaginer, et là, sur une estrade improvisée dans un hangar ou sous une tente, un jeune homme fait des grimaces, trébuche volontairement, mime des personnages absurdes, et ces soldats rient, vraiment rient. Ce rire-là, Benny Hill ne l'oubliera jamais. Il comprit ce soir-là que la comédie n'était pas un divertissement superficiel, c'était un besoin humain fondamental, un mécanisme de survie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet de maintenir cette chaîne vivante et de continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche et restez avec nous. La suite est encore plus fascinante. Après la guerre, Hill se consacra entièrement à perfectionner son art. Il s'inspira des grands de la scène britannique de music hall, ces artistes qui avaient fait leurs armes dans des salles de quartier humées devant des publics exigeants qui n'hésitaient pas à huer un numéro raté. Du music hall, Hill retint le sens du rythme, la rapidité d'exécution, l'art de switcher en une fraction de seconde d'un personnage à l'autre. Mais son influence majeure vint d'Amérique. Jack Benny, le légendaire comédien américain de la radio, fascinait Hill depuis son adolescence.
Ce qui captivait Hill chez Benny, ce n'étaient pas les blagues en elles-mêmes, c'étaient les silences entre les blagues. Cette capacité à laisser le public dans l'attente une demi-seconde de plus, juste assez pour transformer un sourire en éclat de rire irrésistible. En hommage à cet homme qui lui avait appris que l'absence de son pouvait être la note la plus drôle d'un numéro, Alfred Hill adopta le prénom de scène Benny Hill, et Benny Hill naquit officiellement. Ses premières apparitions à la radio, dès 1947, confirmèrent son talent. Mais Hill lui-même savait que la radio ne pouvait pas lui suffire. Son humour était profondément visuel. Il vivait dans ses expressions faciales, dans ses mimiques, dans la façon dont il déplaçait son corps dans l'espace, avec une précision comique qui devait se voir pour être pleinement savourée. Il lui fallait la télévision. Et la télévision lui tendit les bras. Dès les années 50, quand la BBC commença à s'imposer comme le médium de divertissement dominant de la Grande-Bretagne, Benny Hill trouva sa place naturelle. Son émission débuta en 1955 et confirma immédiatement ce que ses admirateurs pressentaient depuis ses débuts. Cet homme était né pour l'écran. Ses sketchs absurdes, ses chansons parodiques, ses personnages récurrents et sa maîtrise absolue du timing visuel créèrent une alchimie que les téléspectateurs britanniques n'avaient encore jamais vue. Ce qui distinguait Hill des autres comédiens de l'époque, c'était précisément ce que la radio avait toujours été incapable de transmettre, son corps. Hill avait compris avant tout le monde que la comédie physique était un langage universel. Pas besoin de traduire une chute, une grimace, une poursuite effrénée dans les rues d'une ville. Tout le monde comprend, tout le monde rit. Ce constat, un paraissant simple, allait faire de lui l'artiste comique le plus exporté de l'histoire de la télévision britannique. Le tournant décisif de sa carrière survint en 1969, quand il quitta la BBC pour Thames Television. Ce changement de maison n'était pas anodin. Thames lui donna les moyens de ses ambitions, des budgets plus généreux, des formats plus longs, une liberté créative accrue. Les émissions hebdomadaires de 30 minutes devenirent des specials d'1 heure, véritables productions grand spectacle avec des décors élaborés, des numéros musicaux sophistiqués et une distribution de personnages secondaires hauts en couleur. Parmi ces personnages, 2 s'imposèrent comme les piliers de l'univers de Hill. D'abord, Fred Scuttle, un personnage pathétique et touchant, incapable de finir une phrase cohérente, dont les tentatives de communication produisaient invariablement des malentendus catastrophiques et hilarants. Et puis Jackie Wright, le petit chauve imperturbable, le faire-valoir idéal, dont le visage absolument indéchiffrable en toutes circonstances amplifiait chaque gag jusqu'à l'absurde. Les petites tapes que Hill administrait régulièrement sur le crâne devinrent l'un des gestes les plus reconnaissables de la télévision britannique. Mais ce qui définit vraiment le Benny Hill Show dans l'imaginaire collectif mondial, c'est quelque chose d'autre. C'est la scène finale. Toujours la même structure, toujours la même énergie démentielle. Benny Hill poursuivi ou poursuivant une armée hétéroclite de policiers, infirmières, vieilles dames indignées et jeunes femmes en maillot de bain à travers des parcs, des rues commerçantes, des couloirs d'hôpitaux. Le tout filmé à vitesse accélérée avec ce saxophone frénétique en fond sonore, le célèbre Yakety Sax, qui transformait chaque course-poursuite en chorégraphie comique irrésistible. Ce numéro devint l'une des séquences télévisées les plus imitées, les plus parodiées, les plus citées de l'histoire du petit écran. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un veut illustrer l'idée d'une situation qui devient incontrôlable et absurde, il suffit de lancer la mélodie de Yakety Sax et tout le monde comprend immédiatement. En 1971, Benny Hill atteignit le sommet absolu de sa carrière. Plus de 21 millions de téléspectateurs britanniques regardèrent son émission le même soir, un chiffre qui représentait plus d'un tiers de la population totale du pays. Cette même année, il sortit une chanson comique intitulée Ernie, the fastest milkman in the West, l'histoire d'un livreur de lait transformé en héros de western qui se hissa au sommet des charts britanniques le soir de Noël. 21 millions de téléspectateurs, numéro 1 des ventes à Noël, une diffusion dans 140 pays. Si vous cherchez une définition concrète du terme superstar, Benny Hill en 1971 en était l'incarnation parfaite. Restez avec nous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet de vous raconter ces histoires qui valent vraiment la peine d'être connues. Appuyez sur le bouton rouge juste en dessous, activez la cloche et ensemble, continuons ce voyage dans les coulisses de la célébrité. Mais voilà, toutes les étoiles finissent par s'éteindre. Certaines lentement, imperceptiblement, au fil des années. D'autres brusquement, en une explosion soudaine qui laisse derrière elle un vide béant. Pour Benny Hill, ce fut quelque chose entre les deux. Une longue érosion accélérée par un cataclysme final. Au fil des années 70 et des années 80, la société britannique changeait.
Pas brutalement, pas en un jour, mais avec cette constance tranquille et inexorable qui caractérise les vraies transformations culturelles. Les femmes prenaient une place de plus en plus affirmée dans la vie publique, dans les institutions, dans les médias. Les questions de représentation, de dignité et d'égalité entre les sexes s'imposaient dans les conversations du quotidien, dans les salles de rédaction, dans les facultés, dans les foyers. Et dans ce contexte nouveau, certaines choses qui avaient semblé anodines commençaient à apparaître sous un jour différent. Les téléspectateurs qui regardaient le Benny Hill Show avec les yeux de 1980 ne voyaient plus tout à fait la même chose qu'en 1965. Les courses-poursuites avec les femmes en maillot de bain, qui avaient semblé légères et festives, paraissaient maintenant réductrices. Les sketchs où les personnages féminins n'existaient que pour être regardés, jamais pour parler ou agir, semblaient de plus en plus difficiles à défendre. Ce qui avait été accepté comme de l'humour bon enfant commençait à être lu comme le reflet d'une vision du monde problématique. Et puis vint le sketch. Dans le milieu du show-business, il y a ce qu'on appelle le moment de trop. Ce moment précis où une chose qui aurait pu passer inaperçue quelques années auparavant devient soudainement le symbole de tout ce que la société refuse désormais d'accepter. Pour Benny Hill, ce moment prit la forme d'un sketch de concours de beauté. En surface, la structure était classique. Un animateur, Benny Hill himself, présentait les candidates avec ses commentaires habituels, maladroits et légèrement grivois. Les femmes défilaient, souriaient, pivotaient. Tout cela avait été vu des dizaines de fois dans ses émissions précédentes. Sauf que cette fois, quelque chose ne passa pas. Quelque chose dans le regard que portait ce sketch sur les femmes, leur réduction à un rôle purement décoratif, l'absence totale d'humour qui leur soit propre, la façon dont elles existaient uniquement comme accessoires aux blagues des personnages masculins, cristallisa d'un coup tout ce que les critiques reprochaient depuis des années à cet homme et à son travail. Le fou rire sur le plateau fit place à un silence gêné, et ce silence se propagea hors des studios, dans les rédactions des journaux, dans les associations féministes, dans les couloirs de Thames Télévision, dans les maisons de millions de téléspectateurs. La réaction fut immédiate et brutale. Les journaux publièrent des tribunes cinglantes questionnant la légitimité de ce type de contenu aux heures de grande écoute. Des groupes de femmes organisèrent des protestations, des personnalités de la culture prirent position publiquement, et les dirigeants de Thames Télévision se retrouvèrent submergés par un déluge de plaintes d'annonceurs inquiets et de téléspectateurs excédés. Mais Benny Hill, lui, ne semblait pas voir ce qui se passait. Ceux qui le côtoyaient à cette époque décrivaient un homme profondément concentré sur son travail, perfectionniste jusqu'à l'obsession, passant des heures à peaufiner le timing d'une réplique ou le placement d'une caméra, mais totalement imperméable à l'évolution du monde qui l'entourait. Il n'était pas arrogant, il n'était pas hostile, il était simplement ailleurs, enfermé dans sa vision de la comédie, incapable ou peut-être peu désireux de comprendre que les règles du jeu avaient fondamentalement changé. Et dans ce vide que Hill refusait d'occuper, d'autres comédiens s'engouffrèrent. N'oubliez pas que votre abonnement à les célébrités du monde est ce qui nous permet de continuer ce travail. Chaque clic sur le bouton rouge fait une vraie différence. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et aidez-nous à faire grandir cette communauté de passionnés. Les années 80 virent l'émergence d'un mouvement comique qui allait révolutionner la scène britannique et se retourner violemment contre l'establishment dont Benny Hill était devenu le symbole le plus visible. On l'appelait l'alternative comédie, la comédie alternative, et ses représentants n'avaient pas l'intention de faire dans la dentelle. Ces nouveaux comédiens étaient une génération d'enfants de Thatcher, nourris à la politique, à la contestation sociale, à la colère d'une Grande-Bretagne en pleine mutation. Leur humour était tranchant, souvent inconfortable, délibérément provocateur, mais dans une direction radicalement différente de celle de Hill. Là où l'un se moquait des femmes qui courent, l'autre se moquait du pouvoir qui opprimait. Là où l'un utilisait les stéréotypes comme ressort comique, l'autre les démontait comme autant de mécanismes d'oppression déguisés en plaisanterie. Et à la tête de cette armée nouvelle, il y avait un homme dont le nom allait devenir étroitement associé à la chute de Benny Hill, Ben Elton. Ben Elton n'était pas du genre à murmurer ses opinions. Auteur, comédien, dramaturge, il avait une capacité rare à transformer une idée politique abstraite en attaque comique chirurgicale. Et quand il décida de s'en prendre à Benny Hill, il ne le fit pas à moitié. Dans des interviews, dans des émissions, dans ses propres spectacles, Elton martela le même message avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. L'humour de Benny Hill n'était pas qu'un offensif ou démodé, il était activement nuisible. Les courses-poursuites avec les femmes à moitié dévêtues, les sketchs où les personnages féminins n'existaient qu'en tant qu'objet de désir ou de ridicule, tout cela, selon Elton, contribuait à normaliser une vision des femmes qui avait des conséquences réelles dans le monde réel. Ce n'était pas de l'humour, c'était de la culture toxique habillée en farce télévisée.
Ces mots électrisèrent le débat public. La presse s'en empara avec enthousiasme. Des journalistes qui cherchaient depuis des années comment articuler leur malaise vis-à-vis du Benny Hill Show trouvèrent dans les déclarations d'Elton le vocabulaire qu'il leur manquait. Des chroniqueuses féministes qui avaient été renvoyées dans leur corde par le traditionnel argument « on exagère, c'est juste pour rire » retrouvèrent soudain une légitimité nouvelle. Et Benny Hill, pour la première fois de sa longue carrière, se retrouva véritablement sur la défensive. Il faut dire que le contexte institutionnel ne lui était pas favorable non plus. Le Broadcasting Standards Council, l'organisme de régulation des médias audiovisuels britanniques, renforçait ses critères d'évaluation des contenus. Les diffuseurs se retrouvaient soumis à des pressions croissantes pour adapter leurs programmes aux nouvelles normes sociales. Ce qui avait pu passer les années précédentes sans sourciller se retrouvait désormais passé au crible d'une analyse beaucoup plus rigoureuse. Thames Television se retrouva coincé entre deux impératifs contradictoires. D'un côté, un programme qui restait un succès commercial phénoménal à l'international, ses droits étaient vendus dans 140 pays et les recettes de syndication représentaient une manne financière considérable. De l'autre, une émission de plus en plus difficile à défendre publiquement dans le contexte britannique de la fin des années 80, une source de polémiques récurrentes et des budgets de production qui ne cessaient de grimper. Chaque spécial coûtait à la chaîne l'équivalent de plusieurs millions d'euros en valeur actuelle. Pendant 20 ans, ce coût avait été justifié par les audiences et les revenus d'exportation. Mais quand les audiences britanniques commencèrent à s'éroder, les jeunes téléspectateurs se détournant vers les nouvelles formes d'humour que la comédie alternative leur proposait, l'équation financière devint de moins en moins tenable. Et en 1989, Thames Television prit la décision. L'émission était annulée. Après 20 ans à l'antenne, après 20 ans de records d'audience, de tournées mondiales, de tubes musicaux de personnages devenus des icônes pop, après avoir conquis les salons de 140 pays, Benny Hill Show prenait fin. Pas avec une grande cérémonie, pas avec un épisode spécial d'adieu, mais avec une simple lettre informant Hill que ses services n'étaient plus requis. Pour l'homme qui avait consacré sa vie entière à ce travail, qui avait passé chaque heure de chaque journée à peaufiner chaque sketch, chaque timing, chaque nuance visuelle de chaque gag, c'était une destruction pure et simple. Pas une retraite, pas une transition, une exécution. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est ce qui nous donne la force de continuer ce travail sur les célébrités du monde. Bouton rouge, cloche activée et partagez cette vidéo autour de vous. Merci. La vie de Benny Hill après l'annulation de son émission révèle quelque chose d'étrange et de profondément émouvant sur la nature de la célébrité et de l'identité. En 1991, il tenta un retour avec un nouveau spécial, Benny Hill's World Tour Greetings from New York, ciblant délibérément son public international et notamment américain, qui continuait à l'adorer. Le projet échoua. Pas catastrophiquement, pas dans l'humiliation, mais avec cette tristesse particulière de voir quelque chose qu'on aime se révéler incapable de retrouver sa magie d'antan. Les critiques furent mitigées, le public poli mais peu enthousiaste. L'étincelle n'était plus là. Pendant ces années de crépuscule, ceux qui approchaient Benny Hill dans sa vie privée découvrirent un homme radicalement différent de sa réputation publique. L'homme qui avait fait rire des dizaines de millions de personnes vivait dans un petit appartement loué, sans chercher à acquérir de propriété ni de véhicule. Ses habitudes étaient d'une frugalité quasi monacale, il raccommandait lui-même ses vêtements usés, faisait ses courses dans les rayons de fin de journée pour profiter des réductions sur les produits qui allaient périmer, marchait à pied partout. Lui qui avait été l'homme le plus regardé du monde vivait dans une quasi-invisibilité choisie, comme si la scène avait toujours été un masque et que derrière le masque se trouvait simplement Alfred, le fils du vendeur d'instruments chirurgicaux de Southampton, le jeune homme qui livrait du lait le matin avant d'aller travailler chez Woolworth l'après-midi. Il mourut en avril 1992 seul dans son appartement. Il avait 66 ans. On retrouva dans sa succession une fortune considérable, l'accumulation de décennies de succès commercial et de mode de vie spartiate. Mais pas de maison qui lui appartenait, pas de collection d'objets précieux, pas des signes extérieurs de richesse que la célébrité conduit habituellement à acquérir. Juste de l'argent et des cassettes d'archives de son travail. Des heures et des heures de sketchs, de chansons, de gags, soigneusement conservés par un homme qui savait dans le fond de lui-même que ce travail était la seule chose qu'il avait vraiment à offrir au monde. Le débat sur l'héritage de Benny Hill n'est pas clos aujourd'hui, et il ne le sera probablement jamais.
C'est un débat qui continue de diviser, de fasciner et d'interroger notre relation collective à l'humour, à l'histoire culturelle et à la façon dont une société juge ses propres productions. D'un côté, il y a ceux qui voient en lui un génie comique authentique, un artiste qui maîtrisait le langage universel du corps, de la mimique, du timing, avec une précision qui le plaçait dans la lignée des grands clowns de l'histoire, de Chaplin à Tati, un homme dont l'humour traversait les frontières linguistiques, culturelles et sociales, comme peu d'artistes y parviennent. Un artiste qui ne cherchait pas à blesser, mais à provoquer ce rire simple, libérateur, qui rappelle à l'être humain qu'il est capable de se moquer de lui-même et du monde qui l'entoure. De l'autre, il y a ceux qui voient dans son travail le reflet d'une époque où les inégalités entre hommes et femmes étaient normalisées jusqu'au cœur même du divertissement populaire, où l'humour servait parfois inconsciemment à renforcer des hiérarchies que la société avait décidé de remettre en question. Ceux qui estiment que la popularité d'une œuvre ne la met pas à l'abri de la critique et que l'art a une responsabilité vis-à-vis du monde qu'il contribue à façonner. Les deux positions ont leurs arguments, les deux méritent d'être entendus, et peut-être que la vérité de Benny Hill se situe quelque part entre les deux, dans l'espace inconfortable et fertile où l'on reconnaît le génie d'un artiste tout en questionnant les angles morts de son regard sur le monde. Ce qui est certain en revanche, c'est que son histoire nous dit quelque chose d'important sur la nature même de la gloire et du temps. Même les rois du rire ne rient pas éternellement, même les étoiles les plus brillantes finissent par se faire rattraper par le mouvement du ciel. Et la question n'est pas de savoir si la culture change, elle change toujours inexorablement, mais de savoir si les artistes qu'elle porte sont capables de changer avec elle. Benny Hill, lui, ne le pouvait pas, ou ne le voulait pas. Et cette impossibilité, qu'elle soit une limite ou un choix, est peut-être la partie la plus humaine de toute son histoire. Il est entré dans l'histoire comme le roi de la comédie britannique. Il en est sorti comme son symbole le plus controversé. Entre les deux, il y a eu 20 millions de téléspectateurs un soir de 1971, une chanson de Noël au sommet des charts, une course-poursuite au saxophone qui fait encore rire ou sourire aujourd'hui dès que ses premières notes retentissent, et un homme seul dans un appartement loué, cousant ses propres vêtements, regardant peut-être ses vieilles cassettes en se demandant comment le monde qui l'avait tant fait rire avait fini par cesser de rire avec lui. C'est ça, la vie des stars. Ce n'est pas que de la lumière, c'est aussi de l'ombre, parfois très profonde. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la façon dont nous jugeons les artistes du passé avec les yeux du présent, si elle a allumé en vous la flamme de la curiosité qui est la marque des esprits vraiment vivants, alors faites une chose simple et décisive, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien est ce qui nous donne la force de continuer ce travail sur les célébrités du monde. Bouton rouge, cloche activée et partagez cette vidéo autour de vous. Merci. À très bientôt sur Les Célébrités du Monde. Prenez soin de vous.